Très bien. Donc, on va voir aujourd'hui une nouvelle norme très importante, la norme à propos des stocks. D'accord. Très bien. Voilà, on va commencer. Donc, on va commencer par une introduction à la norme comptable tunisienne sur les stocks. Et d'ailleurs, en fait, je dis tunisienne, c'est vrai, mais c'est une norme pratiquement identique à la norme internationale. D'accord? En fait, les normes tunisiennes sont des normes inspirées très proches, donc à l'ordre de 95% peut-être, des normes internationales avec vraiment quelques rares spécificités. Très bien. Donc, à travers cette norme comptable, la norme 4 spécifique dédiée au stock, l'objectif est de fournir un cadre rigoureux pour l'évaluation, la comptabilisation et la présentation des stocks dans les états financiers. Donc, la norme, elle s'intéresse à trois choses. Donc, tout d'abord, l'évaluation. Évaluation, c'est-à-dire pour quelle valeur. Par la suite, la comptabilisation, c'est-à-dire quels sont les comptes à utiliser. Est-ce que mon écran est bien partagé? Il a été placé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait, très bien. Je sais pas pourquoi il m'affiche un message comme quoi l'écran n'est pas bien partagé. Donc, on a dit que la norme, elle s'intéresse à trois volets. Donc, volet évaluation, c'est-à-dire valorisation, pour quelle valeur on doit présenter les stocks, que ce soit l'évaluation initiale ou bien l'évaluation au 31/12, c'est-à-dire à la clôture de l'exercice. Par la suite, il y en a tout ce qui est comptabilisation, donc la comptabilisation de stock, que ce soit à l'entrée, à la sortie, à la dépréciation, si l'on a une dépréciation, comment, donc quels sont les comptes à utiliser. D'accord? Et par la suite, la présentation. Donc, comment on doit présenter les stocks dans les états financiers et aussi dans les notes aux états financiers. Très bien. Donc, cette norme souligne l'importance des stocks en tant qu'en tant que composante significative des actifs d'une entreprise, donc surtout tout ce qui est activité industrielle et commerciale, mettant en évidence leur impact substantiel tant sur la situation financière que le résultat d'une période donnée. Donc, la valeur de stock et la bonne gestion des stocks, et c'est quelque chose de déterminant pour vraiment la situation financière de l'entreprise. D'accord? Mm. Très bien. L'importance des stocks dans les états financiers. Donc, le stock, par leur nature, constitue souvent une part importante des actifs d'une entreprise, particulièrement dans le secteur manufacturier, de distribution ou de vente au détail. Donc, la gestion adéquate de stock est cruciale car elle influence directement la liquidité. Donc, si on ne gère pas bien notre stock, on peut tomber dans des problèmes de liquidité, c'est-à-dire un stock à faible rotation, donc, on a investi dans le stock, mais on n'arrive pas à le vendre. Et ça peut nous créer des problèmes de liquidité, aussi de rentabilité. Donc, si on ne gère pas bien notre stock au niveau de calcul des coûts et ainsi de suite, donc ça peut toucher aussi la rentabilité et la capacité opérationnelle de l'entreprise si on ne gère pas en termes de réception et de livraison, et ainsi de suite, donc et date de commande. Euh, donc, c'est possible de tomber dans des ruptures de stock et donc ça va impacter la capacité opérationnelle de l'entreprise.
Donc, quels sont donc principe de rattachement des charges au produit. C'est pas pourquoi cette fenêtre-là. Donc, le cadre conceptuel de la comptabilité, tel que défini par notre norme, repose sur la convention de rattachement des charges au produit. Donc, ce principe stipule que toutes les charges ayant contribué à la réalisation des produits comptabilisés au cours d'un exercice doivent être déterminées et rattachées à cet exercice. D'ailleurs, si je vous pose la question, donc, quel est le principe, quel est en fait, comment les entreprises, elles génèrent des produits en général? Donc, les produits sont en général générés par quoi? Générés par la vente. Générés par la vente. Et la vente de quoi? Et la vente du stock. D'accord? C'est pourquoi on parle de rattachement des charges aux produits. Donc, il y en a des charges, il y en a des produits qu'on va les constater suite à la vente. Et donc, on doit le rattacher les charges correspondantes pour respecter le principe de rattachement de charges aux produits. D'accord? Donc, ce principe stipule que toutes les charges ayant contribué à la réalisation des produits comptabilisés au cours d'un exercice doivent être déterminées et rattachées à cet exercice. Objectif de la norme. Donc, la norme vise principalement à assurer une mesure précise. Donc, on a dit tout à l'heure, donc la norme, elle s'intéresse à l'évaluation. Donc, assurer une mesure précise du stock. Donc, elle définit les méthodes d'évaluation du stock, permettant une représentation fidèle de leur valeur et de leur coût. D'accord? Vous voyez, en fait, au niveau de texte, on a parlé de valeur et de coût. On a parlé de valeur et de coût. Pourquoi? Parce qu'il y en a des fois, surtout donc à la clôture de l'exercice, il y en a des fois là où on va valoriser le stock à son coût, et il y en a des fois où on va valoriser le stock plutôt à sa valeur de réalisation, ce qu'on appelle la valeur de réalisation nette. D'accord? On va le voir tout à l'heure et là pour éviter que notre stock soit surévalué. Et là, surtout, lorsque la valeur de réalisation nette, c'est-à-dire la valeur de vente de ce produit-là, elle est inférieure au coût historique. Et donc, par principe de prudence, on va évaluer le stock plutôt à la valeur de réalisation nette. Et donc, on doit constater une provision pour dépréciation. On va voir tout ça tout à l'heure. Mais juste, en fait, j'ai voulu euh, que vous faites attention aux termes, des termes utilisés, valeur et coût. Donc, deuxième objectif, c'est optimiser la présentation des stocks dans les états financiers. Donc, elle établit les normes pour une présentation claire et informative. Troisième objectif, c'est d'harmoniser les pratiques comptables. Et ça, c'est un objectif standard, donc c'est un objectif donc, lié donc, à toutes les normes comptables, c'est l'harmonisation des pratiques comptables. Et ça, d'ailleurs, c'est l'objet des normes. Donc, elle contribue à l'uniformisation des pratiques comptables entre différentes entreprises, renforçant la comparabilité et la transparence des états financiers. D'ailleurs, pour pouvoir comparer deux états financiers, il faut qu'elles soient réalisées à travers, en utilisant les mêmes normes comptables. Sinon, on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. On dit qu'ils sont pas et qu'ils sont plus comparables. Et d'ailleurs, là, vous voyez l'importance, par exemple, actuellement, des normes internationales, donc les FRS, bien les IS. Donc, vous voyez, pourquoi tout ça? C'est pour assurer ces objectifs de comparabilité et de transparence. Donc, un investisseur étranger, quand il veut investir dans un pays, donc il veut s'assurer que vraiment les états financiers de l'entreprise dans laquelle il a fait son investissement sont présentés conformément aux normes internationales. Ils n'ont pas des normes locales qui peuvent être pour lui, en fait, insuffisante, vu qu'en général, les normes locales sont très impactées, très influencées par tout ce qui est fiscal. D'accord? Et d'ailleurs, comme je vous dis, c'est l'importance des normes internationales. Et donc, vous voyez maintenant que ces normes-là, donc pratiquement, ils sont adoptés par tout le pays du monde, en fait.
donc avec des mises en application progressives. Donc, vous trouvez que principalement les sociétés qui sont tenues à présenter ces états financiers conformément aux normes IFRS, ce sont plutôt les entreprises cotées en bourse, les entreprises tenues donc, à communiquer des états financiers intermédiaires, donc les banques, les assurances et ainsi de suite, les grandes entreprises. Et progressivement, ça va venir aussi pour les PME. Définition et concepts clés. Donc, on va voir maintenant quelques définitions et quelques concepts clés. Donc, définition de stock. Donc, les stocks sont définis comme les éléments d'actifs, première condition, détenus pour être vendus dans le cours normal d'exploitation. Et ça, c'est très important. Quand on dit détenu pour être vendu dans le cours normal normal de l'exploitation, ça, tout d'abord, en fait, ça fait la différence par rapport à quoi? En disant que détenu pour être vendu dans le cours normal de l'exploitation. Donc, on a vu dans une autre norme qui ne sont pas que ces éléments-là ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal d'exploitation. Ils sont destinés à être utilisés d'une façon durable. À votre avis, je parle de quoi? Vous parlez, allô? Oui, Oui, vous parlez ici des actifs immobilisés. exactement, Moussa, très bien. Exactement. Donc, avec cette définition-là, donc on a distingué le stock des immobilisations. Donc, tout d'abord, ils sont détenus d'être vendus. Pourquoi là, en fait, on dit ils sont détenus d'être vendus et là-bas, en fait, on a dû, ils sont destinés à être utilisés de façon durable. Et là, parce que la norme, elle ne distingue pas les stocks et les immobilisations à travers leur nature. C'est-à-dire, on peut pas se baser sur la nature de l'élément pour dire qu'il s'agit d'un stock ou il s'agit d'une immobilisation. Je vous donne l'exemple. Exemple, par exemple, euh, un promoteur immobilier. Un promoteur immobilier. Vous savez très bien que le promoteur immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il construit des immeubles et par la suite, il vend des appartements. Il les vend. Donc, si on se base sur la nature de l'élément, un appartement, ça doit être normalement une immobilisation. D'accord? Si on se base sur la nature de l'élément. Mais là, la définition de la norme, elle nous dit non, vous ne devez pas vous baser sur la nature de l'élément, mais vous devez baser sur la destination. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'élément en question? C'est pourquoi là, pour en fait l'entrepreneur, donc quand il va construire des immobilisations, si l'immobilisation qui a été construite, c'est-à-dire l'appartement, si l'appartement qui a été construit, il est destiné à être vendu, dans ce cas, on dit que l'appartement, ça constitue du stock pour cette société de promotion immobilière. Par contre, si l'un des appartements n'est pas destiné à être vendu, mais elle est destinée à être utilisée par la société de promotion immobilière en tant qu'une agence, en tant que siège. Donc, en ce moment-là, l'appartement qui a été, utilisé, qui est destiné à être utilisé en tant que siège, maintenant, on ne va pas le comptabiliser en tant que stock, mais plutôt on va le comptabiliser en tant que immobilisation. Donc, vous voyez, il y en a l'élément de l'intention qui compte plus que la nature de l'élément. Donc, on ne se base plus sur la nature de l'élément pour dire qu'il s'agit d'une obligation ou bien qu'il s'agit qu'il s'agit du stock. Une voiture, on met un matériel de transport, dans la majorité des sociétés, ça constitue une immobilisation, mais pour, par exemple, les sociétés de construction automobile, ça constitue plutôt du stock. Ils n'ont pas une immobilisation, sauf pour les voitures qui sont destinées à être utilisées de façon durable. C'est-à-dire, par exemple, ils vont laisser quelques voitures pour le personnel, ils vont laisser quelques voitures pour faire des tests, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on ne se base plus sur la nature de l'élément pour dire qu'il s'agit du stock ou bien qu'il s'agit d'immobilisation. Donc, on se base sur la destination, l'intention. Donc, elle est détenue pour être vendue ou bien elle est détenue pour être utilisée d'une façon durable.
Donc, on dit que le stock, donc la première et le premier élément de la définition, détenu pour être vendu dans le cours normal de l'exploitation, ou bien en cours de production pour une telle vente, et ça pour les produits en cours. D'accord? Parce que vous savez, le stock, ça peut être donc de matières premières, comme il peut être des produits en cours, c'est-à-dire des produits qui ont subi quelques modifications, mais ce n'est pas encore un produit fini. Et on peut trouver du produit fini. D'accord? Bien, on peut trouver aussi de la marchandise. La différence entre produit fini et marchandise, produit fini, c'est un produit qui a été construit, qui a été fabriqué, donc pas, qui a été fabriqué par l'entreprise, alors que marchandise, là, plutôt, lorsqu'on parle de société de services, de société de société commerciale, c'est-à-dire que sociétés qui achètent et vendent de la marchandise sans modification apportée. D'accord? Donc aussi sous forme de matière ou de fourniture destinée à être consommée dans le processus de production ou lors de la présentation, de la prestation de services. D'accord? Ça constitue aussi du stock, tout ce qui est euh, forme de matière ou de fourniture destinée à être consommée. Très bien. Donc, vous voyez, on voit ici différents types de stocks. On trouve des stocks de matières premières, stocks de matières consommables, stock de produits en cours de production, stock de produits semi-finis, stock de produits finis et marchandises, prestations de services, ou bien aussi des stocks de produits résiduels, les déchets. On va définir maintenant le coût historique. C'est quoi le coût historique? Donc, le coût historique est le montant payé ou le coût des ressources consacrées pour acquérir un bien au moment de son acquisition ou de sa production. Donc, il inclut le prix d'achat, les taxes non récupérables et d'autres coûts directement attribués à l'acquisition ou à la production du stock. Si vous avez constaté les normes internationales, ou bien même cette norme-là, on se base toujours sur des définitions. On limite pas en fait le lecteur. On ne donne pas une liste exhaustive. On donne plutôt des familles de coûts. On dit le prix d'achat. On dit les taxes non récupérables. Et donc, toute taxe non récupérable, ça peut entrer dans ce volet-là. Et autres coûts directement attribuables à l'acquisition, à la production. Donc, chacun, en fait, selon sa situation. Donc, l'essentiel que ces coûts-là sont directement attribuables à l'acquisition ou à la production, on peut les faire entrer dans le coût du stock. Et ça constitue un élément de coût historique. Vous voyez? Donc les normes internationales, maintenant, elles donnent beaucoup de flexibilité donc au comptable, donc de décider, de réfléchir, de penser, d'argumenter son choix. D'accord? Ils n'ont pas, en impliquant ou bien en proposant des listes exhaustives, là, on va limiter vraiment le travail du comptable. Il va le mettre dans des situations là où il ne trouve même pas en fait des solutions. Donc c'est pourquoi vous voyez l'importance des normes. Et d'ailleurs, moi j'ai assisté donc à ce passage-là de la comptabilité qui était purement technique, purement technique. Donc avec un comptable qui sait que mémoriser les numéros de compte et utiliser les comptes, tout simplement. Il n'a pas, il ne peut pas réfléchir. D'accord? Alors que maintenant, avec les normes, c'est plutôt on sensibilise les comptables à réfléchir et à trouver des solutions. Vous avez un champ d'application, vous avez des définitions, et donc vous devez maîtriser ces définitions et ces champs d'application, et vous serez capable de trouver une solution pour tout problème qui va se poser. D'accord? Vous voyez l'importance des normes internationales. Deuxième notion, la notion de la valeur de réalisation nette. Ça, en fait, on va l'utiliser tout à l'heure, surtout lors de la valorisation du stock au 31 décembre, c'est-à-dire à la clôture de l'exercice. On va utiliser ce terme-là, valeur de réalisation nette.
C'est quoi la valeur de réalisation nette? Donc, la valeur de réalisation nette, c'est le prix de vente estimé d'un élément de stock, moins tout ce qui est coût estimé pour terminer sa production, diminué des coûts nécessaires pour réaliser la vente. C'est-à-dire, par exemple, j'en ai un produit, le prix de vente, j'en ai un produit qui n'est pas encore fini. J'en ai au 31-12, par exemple, j'ai deux produits en cours. Donc, stade 5, par exemple. Donc, là où il y en a, il lui reste, par exemple, deux stades pour qu'il soit un produit fini. Donc, la valeur de réalisation nette, on va faire des exemples tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Par exemple, donc, le prix de vente estimé de l'élément de stock, c'est-à-dire le prix de vente de produit fini, par exemple, ce produit qui est en cours, lorsqu'il sera fini, il sera proposé au marché, par exemple, pour 10 euros. D'accord? Donc, la valeur de réalisation nette, ça sera quoi? Ça sera 10 euros moins des menus de coûts estimés pour terminer sa production. C'est-à-dire pour terminer ces deux stades, par exemple du stade 5 au stade 7, donc il le faut 2 euros encore. Donc, on va déduire de 10, qui est le prix de vente, on doit déduire 2 euros, qui sont l'estimation de coûts pour terminer les coûts des productions, pour terminer sa production. Aussi, on doit déduire les coûts nécessaires pour réaliser les ventes. Donc, pour pouvoir vendre cet article-là, par exemple, on a besoin de dépenser 1 euro dans tout ce qui est commercial. Donc, nous étions à 10, nous avons déduit 2, en fait, l'estimation pour terminer la production, et nous allons déduire aussi maintenant 1 euro pour les coûts, les coûts des ventes. D'accord? Et donc, la valeur de réalisation nette de ce produit en cours à la stade 5, il est de 7. Donc, il y a des 10, moins 2, moins 1. On va faire des exemples que vous allez mieux comprendre. Et donc là, on a dit la valeur de réalisation nette, elle est de 7. La valeur de réalisation nette, elle est de 7. Donc, on va comparer ça avec le coût qui est affiché au niveau de la comptabilité, le coût historique. Par exemple, nous, au niveau de contrôle de gestion, il nous a donné l'information que le coût de ce produit-là au stade 5, il est de 8. Sa valeur, il est de 8 euros. Là, on a valeur nette comptable, valeur de réalisation nette, on a trouvé 7, et le coût historique, il est de 8. Et donc là, c'est nécessaire de constater une provision pour dépréciation pour la différence entre le 8 et les 7. Donc le stock doit être valorisé plutôt à 7 et non pas à 8. Et comment on fait ça? On fait à travers la constatation de provision pour dépréciation. On va faire des exemples, vous allez mieux comprendre. D'accord? Je vous ai préparé des exercices avec différents cas pour déterminer la valeur de réalisation nette. Donc, elle est particulièrement importante pour la reconnaissance, pour reconnaître en fait les pertes de valeur des stocks qui ne sont pas susceptibles d'être vendus pour plus que leur coût de production ou d'acquisition. Coût de remplacement. C'est quoi le coût de remplacement? Le coût de remplacement fait référence au montant qu'il faudrait dépenser pour acquérir un bien équivalent ou pour reproduire un bien existant. Donc, c'est ça le coût de remplacement. C'est-à-dire, si on veut refaire le même produit, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Donc, ce concept est utile pour évaluer les stocks dans des situations où le coût historique ne reflète pas la valeur actuelle de l'actif. Par exemple, en cas de fluctuation significative du prix de marché. Tout ça, en fait, ce sont des valeurs qu'on va utiliser au 31-12 pour... Donc, quel objectif? Dans l'objectif que notre stock ne soit pas surévalué. D'accord? Donc, on va commencer par les éléments constitutifs des stocks. Quels sont les éléments constitutifs des stocks? Voilà. Critères de distinction. Croyez-moi, mes amis, parmi les choses les plus importantes dans les normes, c'est de mémoriser les définitions et les champs d'application. C'est indispensable. Vraiment, c'est indispensable. Et c'est ça ce qui fait la force d'un comptable et a fait la différence d'un comptable à un autre. C'est cette maîtrise des définitions et des champs d'application. Lorsque je me mets dans une situation, en mémorisant donc les champs d'application, je sais déjà laquelle des normes qui va s'appliquer. D'accord? Et par la suite, donc en maîtrisant les définitions, je peux savoir
est-ce que la situation dans laquelle je suis, elle s'applique donc à la définition qui a été prévue par la norme. C'est très important. Donc, les critères distinctifs fondamentaux pour classer un actif en tant que stock résident dans son utilisation ou sa destination par rapport à l'activité courante de l'entreprise plutôt que dans sa nature physique ou sa forme. D'accord? Ça, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on ne voit plus à la forme ou bien à la nature du stock, mais on voit plutôt à l'utilisation ou bien à sa destination par rapport à l'activité courante de l'entreprise. D'accord? Donc, s'il est utilisé ou bien destiné à l'activité courante de l'entreprise, là, on parle de stock. S'il n'est pas destiné à être utilisé ou bien dans l'activité courante, mais plutôt à utiliser d'une façon durable, là, on parle d'immobilisation. D'accord? Et non pas la nature physique de l'élément euh, à utiliser comme critère distinctif. D'accord? On distingue, donc c'est plutôt par l'utilisation et la destination. Donc, ce principe permet une certaine flexibilité et reconnaît que la classification d'un actif comme stock peut varier d'une entreprise à l'autre. Par exemple, donc un immeuble construit par une entreprise de promotion immobilière destiné à la vente est considéré comme étant un élément de stock, tandis que le même immeuble, une fois acheté par une autre entreprise pour abriter ses services, est traité comme étant une immobilisation. Donc voilà, c'est le même article, c'est le même élément, mais chez le promoteur immobilier, donc il a été classé comme étant un stock, et chez l'entreprise qui a acheté, il est considéré comme étant une immobilisation. D'accord? Et donc vous voyez, ce qui compte plus, c'est l'utilisation, la destination euh, plutôt que la nature de l'élément. Immobilisation et matière première. Donc, la classification dépend de l'objectif initial de détention. Donc, quel objectif on a détenu cet élément? Est-ce que on le détient dans un objectif de l'utiliser d'une manière durable ou bien qu'il va être utilisé au cours de l'exploitation normale de l'entreprise? Donc, si l'activité est destinée à être utilisée de manière durable, il ne serait pas classé comme stock, même si il est prévu de le vendre. D'accord? Vous voyez, la destination qui compte le plus, c'est l'intention de départ. L'intention de départ, j'ai acheté cet élément-là pour être utilisé d'une manière durable. D'accord? Et non pas dans le cours d'exploitation normale de l'entreprise. Donc là, on parle plutôt de stock, d'immobilisation, il n'y a pas de stock. Autre cas particulier, c'est les pièces de rechange. Les pièces de rechange. Donc les pièces de rechange sont généralement classées comme étant des stocks en raison de leur utilisation potentielle diversifiée. Donc lorsqu'on achète des pièces de rechange, où on va les constater? Est-ce qu'on va les constater en stock ou bien on va les constater en mobilisation? Donc la norme, elle est claire. Donc les pièces de rechange sont généralement classées, ça c'est le principe général, ça c'est le classement par défaut. Donc par défaut, on va les constater en stock. Toutefois, les pièces spécifiques conçues exclusivement pour des immobilisations non interchangeables sont considérées comme des immobilisations. C'est-à-dire, si j'en ai des pièces de rechange très spécifiques qui ne sont destinées que pour, par exemple, à être utilisées pour ce tracteur. Donc, il n'est pas, et c'est exclusivement pour ce tracteur-là. En ce moment-là, donc, on ne va pas les classer en tant que stock, mais plutôt on va les constater comme étant immobilisation. Donc, cette distinction souligne l'importance de la finalité de l'utilisation des actifs dans leur classification. C'est très important de comprendre et de chercher l'utilisation, la finalité de l'utilisation de l'élément d'actif avant de se prononcer de sa classification. Donc, c'est très bien, c'est très important de savoir dès le départ. Évaluation et comptabilisation des stocks. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. D'accord? Je suis à votre écoute. Est-ce qu'il y en a des questions sur la partie D'accord. qu'on a vue?
Je pense que c'est bon, hein. Là, la définition, les distinctions, c'est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est le critère par destination et non par nature. Exactement, c'est ça, exactement. En fait, et essayer de mémoriser les définitions. Comme je vous ai dit, c'est comme un avocat. Vous savez que la force de l'avocat, c'est quoi? C'est qu'il détient, en fait, qu'il connaît donc les articles en tout détail. Il est capable de lier plusieurs articles au même temps. C'est la même chose pour le comptable maintenant. Donc le comptable, donc, ou bien l'expert comptable, donc sa force, c'est quoi? C'est de connaître les normes, donc l'intérieur de chaque norme, et aussi qu'il sera capable par suite de faire des liaisons à travers donc, les parties de cette norme et les parties des autres normes. Donc l'évaluation et comptabilisation des stocks. L'évaluation et la comptabilisation de stocks sont des processus fondamentaux en comptabilité, permettant de refléter avec précision la valeur des stocks dans les états financiers de l'entreprise. Donc cette section explore les principes directeurs, les méthodes d'évaluation et de comptabilisation des stocks conformément à la norme comptable tunisienne. Donc, on va explorer les principes directeurs, les méthodes d'évaluation, de comptabilisation de stocks. Principe d'évaluation des stocks. Donc, les stocks doivent être évalués au coût historique ou à la valeur de réalisation nette en prenant le montant le plus bas entre les deux. Cette règle elle garantit que les stocks sont comptabilisés de manière conservatrice, évitant la surévaluation des actifs et reflétant leur véritable valeur économique. Ça, c'est un principe général, ça entre dans le principe de prudence. Donc, pour qu'on soit prudent, là, on parle de la valorisation, de l'évaluation de stock au 31-12. Parce que le stock, si on va parler de l'évaluation de stock au départ, c'est-à-dire à la constatation de stock, ça va être plutôt le coût du stock. On parle de coût historique et on a parlé tout à l'heure des éléments qui constituent ce coût. Mais là, on va parler de l'évaluation de stock au 31-12, c'est-à-dire à la fin de l'année. Donc, pour quelle valeur on doit présenter notre stock? Donc, notre stock, la norme, elle nous dit, vous devez prendre la valeur la plus bas entre le coût historique et la valeur de réalisation nette. On a parlé de la valeur de réalisation nette qu'on a dit, c'est la valeur, c'est le prix de vente, déduction faite des frais que vous devez engager pour terminer la production et qu'on déduit aussi les frais nécessaires pour réaliser cette vente. D'accord? Donc ça entre dans le principe de prudence et c'est un principe général et ça, ce principe de provision pour dépréciation. Et qu'on a dit que les provisions pour dépréciation, ce sont des provisions qui concernent tous les éléments de l'actif et son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est de lutter contre une surévaluation des éléments d'actifs. C'est-à-dire que les éléments d'actifs soient surévalués. D'accord? Il ne faut pas en avoir du stock valorisé à son coût historique alors que le prix de le- la valeur de réalisation nette est inférieure. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un stock de chaises dans votre, vous êtes un industriel ou bien commerçant, donc vous vendez des chaises. Donc vous avez du stock qui est valorisé à la prix unitaire de chaise, par exemple, pour 10 euros, alors que sur le marché, même chaise se vend seulement à 6 euros. Donc, par principe de prudence, vous ne devez pas afficher votre stock pour la valeur de 10, mais plutôt vous devez l'afficher pour la valeur de 6, d'accord? La valeur de réalisation nette. Mais en fait, il en a des techniques, donc c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'on va changer la valeur du stock et la rendre de 10 à 6. Non, c'est pas ça, mais c'est à travers le mécanisme des provisions. C'est-à-dire, on va constater des provisions, et comme vous le savez au niveau de l'actif, comme au niveau de l'immobilisation, on met immobilisation pour la valeur brute et en dessous, on fait l'amortissement. La même chose pour le stock. On va mettre le stock pour le coût historique, donc en haut, et en bas, en dessous, on va constater une provision en signe moins, donc pour la différence. D'accord? Et par la suite, on va trouver la valeur nette. La valeur nette du stock, c'est la valeur historique
moins les provisions. Donc, la valeur, le coût historique moins les provisions, on va trouver normalement la valeur de réalisation nette. D'accord? La valeur de marché de ces produits-là. Exemple, produit A, nous avons produit A, là où le coût historique il est de 100 et la valeur de réalisation nette il est 110. Là, la norme, comme je vous ai dit, en fait, par prudence, principe de prudence, on va constater que les provisions, on ne va pas constater les surplus. Donc, comme dans notre exemple, le stock il est comptabilisé à 100, mais il peut être vendu à 110. Donc, par prudence, on ne va pas changer de prix, on ne va pas augmenter la valeur de stock à 110, mais on va maintenir la valeur de 100. Par contre, pour le produit B, coût historique, il est 90, alors que la valeur de réalisation nette, il est de 80 seulement. Là, on doit constater une provision pour la différence, c'est-à-dire on va prendre le 90 moins donc la valeur de réalisation nette, c'est 80, donc ça fait 10. Donc on va afficher le stock pour 90 et en dessous, on va mettre provision pour dépréciation de stock pour 10. De cette façon, on aura une valeur nette de 80. D'accord? Très bien. Méthode de comptabilisation de stock. Comment on comptabilise le stock? Donc là, il y en a pratiquement deux méthodes de comptabilisation du stock. Il y en a la méthode de l'inventaire permanent et il y en a la méthode de l'inventaire intermittent. La méthode de l'inventaire permanent, c'est-à-dire on va toucher le stock à chaque opération d'entrée ou de sortie. Donc on va toucher le compte classe 3, compte stock, à chaque opération d'entrée et de sortie. D'accord? Que ce soit on achète, que ce soit on vend. Donc, on va toucher le stock. Par contre, la méthode de l'inventaire intermittent, on va toucher le stock que, que la fin de l'année, qu'à la fin de l'année. D'accord? À la fin de l'année, on va annuler le stock initial et on va constater le stock final qui résulte de l'inventaire physique. Alors qu'au niveau de stock de l'inventaire permanent, si l'on a des entrées, on va débiter le compte stock, c'est-à-dire le compte 3. Si l'on a des sorties, on va créditer le compte 3, le compte stock. D'accord? Alors que l'inventaire intermittent, ce compte stock, c'est-à-dire compte 3, il ne sera touché qu'une seule fois à la fin de l'année. D'accord? Il ne sera pas touché que à la fin de l'année. L'inventaire permanent. Donc on va faire des exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Dans cette méthode, les acquisitions et les productions de stock sont enregistrées directement dans le compte de classe 3, donc compte de stock. D'accord? Au moment de leur réalisation, donc les sorties de stock, que ce soit pour la production ou la vente, sont comptabilisées comme des charges de l'exercice et est reflétée dans le compte de résultat. Donc, cette méthode facilite le suivi. Donc, cette méthode facilite le suivi en temps réel des niveaux de stock et la corrélation entre le coût de stock vendu et les revenus générés. L'avantage de cette méthode, c'est quoi? Donc, on a dit que cette méthode-là, on va débiter le compte d'achat, le compte de stock pour les achats avec le compte de charge et on va créditer le compte de stock en cas de vente. On va créditer le stock en cas de vente. Donc, on va débiter le compte de stock lorsqu'on achète et on va créditer le stock en cas de vente. L'importance, l'intérêt de cette formule, c'est quoi? C'est d'avoir en comptabilité la valeur réelle, la valeur en temps réel du stock. Donc, on aura toujours la valeur en temps réel du stock. Pourquoi? Parce qu'on est en train de toucher ce compte de stock directement à chaque opération d'achat ou de vente. Aussi, c'est une méthode aussi importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de déterminer le résultat de chaque vente. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va constater les ventes, on va constater la charge correspondante. Donc, on va baisser la valeur de stock au coût de ce stock-là. Donc, indirectement, on a déterminé les résultats de cette vente. D'accord? Le résultat de cette vente et les produits et les revenus qui sont générés de cette vente. Mais en fait, c'est une méthode qui a aussi des inconvénients. Donc, l'inventaire intermittent. Donc, avec l'inventaire intermittent, les achats de stock sont initialement comptabilisés comme étant des charges.
donc de l'exercice, le compte 601. Donc, au niveau de stock permanent, donc plutôt, on va débiter le compte de stock, alors que ici, avec l'inventaire intermittent, on va plutôt débiter un compte de charge. Donc, on va charger l'exercice pour la totalité de la valeur. C'est pourquoi on fait à la fin de l'année, on fait ce qu'on appelle les régules. On va régulariser avec l'inventaire physique. D'accord? Et donc, on va constater les stocks qui ne sont pas consommés, on va les reclasser, on va déduire du compte de... On va baisser les charges. D'accord? On va baisser les charges des produits qui ne sont pas consommés, donc suite à l'inventaire physique. Donc, les stocks sont évalués à la fin de l'exercice par l'inventaire physique et les stocks non consommés sont reclassés dans les comptes de bilan, c'est-à-dire dans le compte de stock. Cette méthode simplifie la comptabilité courante, mais peut compliquer l'établissement de la correspondance directe entre coûts et les revenus. Parce que si vous voyez en fait la dernière, donc l'heure de l'inventaire permanent, lors de l'inventaire permanent, lorsqu'on constate les produits de vente, on va constater la charge correspondante. Et donc, on peut savoir chaque opération de vente, qu'est-ce que nous a généré comme méthode de produit. D'accord? Et aussi, avec cette méthode-là, on ne peut pas en avoir, donc on sera obligé à utiliser d'autres sources autres que la comptabilité pour savoir la valeur de notre stock. D'accord? Donc la valeur de stock, donc on va plutôt le déterminer à travers, par exemple, le logiciel de gestion de stock, et non pas au niveau de la comptabilité. Alors qu'au niveau de la méthode de l'inventaire permanent, ça, en fait, on peut en avoir la valeur de stock à chaque instant. L'inventaire physique, donc, quelle que soit donc la méthode choisie, un inventaire physique de stock doit être réalisé. En fait, quel que soit. Donc, si on utilise la méthode de l'inventaire permanent ou bien la méthode de l'inventaire intermittent, vous devez réaliser un inventaire physique au moins une fois par année. Et donc, ça, c'est une obligation d'ailleurs légale. Et l'inventaire physique, pourquoi il est réalisé? Il est pour vérifier deux choses. Donc, pour vérifier donc l'existence, donc que le stock il existe, et aussi pour vérifier et voir l'état de stock. Pour voir, c'est ça l'inventaire de l'intérêt de l'inventaire physique. Donc, avec l'inventaire physique, on va vérifier l'existence du stock et la qualité du stock. Donc, est-ce que, par exemple, c'est un stock vendable, non vendable, périmé, ancien stock, et ainsi de suite. Donc, dans le cas de l'inventaire permanent, l'inventaire physique permet de corriger les écarts entre les quantités théoriques et réelles en ajustant en conséquence le montant dans les états financiers. Donc, euh, avec la méthode de l'inventaire, parce que on a dit qu'avec la méthode de l'inventaire permanent, on est en train d'ajuster les stocks à chaque opération d'achat et de vente. Alors qu'au niveau de l'inventaire intermittent, on a dit qu'on ne va pas toucher le stock, mais plutôt on va constater tous les achats dans les comptes de charge et à la fin de l'année, on fait le recul avec l'inventaire physique. Voilà, donc stock de matière, comment on fait donc pour l'écriture comptable. Donc stock de matière première, donc tout d'abord on va annuler le stock initial. Donc tout ça en fait ce sont les écritures de fin d'année, l'écriture au 31/12. Donc on va annuler le stock initial de matière première, on va utiliser compte 60 variations de stock de matière première et matière première. Donc ça c'est juste une opération d'annulation. C'est comme si on va considérer le stock initial comme étant des charges. D'accord? Et on va constater le stock final de matière première. Et donc, le stock final sera considéré comme étant plutôt un produit ou bien une baisse des charges. D'accord? C'est pourquoi on a crédité un compte 6031, variation de stock matière première. D'accord? Pour les stocks de produits finis, l'annulation de stock, donc, elle va se faire par le compte 61 33 variation de stock et on va annuler le stock initial. La même chose pour le stock final. Donc, on va débiter le compte de stock et on va créditer un compte de produit. Donc, créditer un compte de produit ou bien et créditer un compte de charge, ça donne les mêmes résultats. Donc, produit, donc ça produit, charge à la crédit, donc on signe moins, donc comme si ça a été un produit. Exemple d'illustration pour une activité commerciale. Donc, supposons que j'ai acheté donc, un produit, quantité 1000, prix unitaire hors TVA 6, TVA 19%. Vente 200,
prix unitaire 8 et TVA 19. Donc, on va voir maintenant les écritures comptables en utilisant l'inventaire permanent et en utilisant l'inventaire intermittent. Donc, d'après vous, comment on va comptabiliser cette opération en utilisant l'inventaire permanent? En utilisant l'inventaire permanent, comment on va utiliser, comment on va passer cette écriture? Donc, juste, je vous rappelle que je vous ai dit qu'en utilisant la méthode de l'inventaire permanent, on va toucher le stock au moment de l'entrée et on va toucher le stock aussi au moment de sortie. Et ça, c'est la particularité de l'inventaire permanent. Alors qu'au niveau de l'inventaire intermittent, on a dit qu'on ne va pas toucher le stock durant l'année. Donc, le stock, il n'est touché que lors de l'inventaire. C'est-à-dire, on va constater la totalité des achats en charge et par la suite, à l'inventaire, on fera de l'inventaire. Donc, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Donc, au moment de l'achat, si on va utiliser la méthode de l'inventaire permanent, donc on va débiter le compte de stock et on va mettre aussi débiter le cours de TVA et on va créditer le compte fournisseur. Et en cas de vente, là, en fait, il y en a deux écritures. Donc, au moment de l'achat, il y en a une seule écriture, c'est l'écriture de constatation de stock, et par débit de compte de stock et crédit de compte fournisseur, alors qu'au niveau de la vente, il y en a deux écritures. La première écriture, c'est de constater la vente, c'est-à-dire par le compte client donc à vente, donc avec la TVA, mais aussi on doit baisser la valeur du stock. Mais pour quelle valeur? On va baisser la valeur de stock pour en contrepartie d'un compte de charge, c'est les coûts des ventes. Les coûts des ventes. C'est-à-dire, là, au niveau de l'achat, donc on va constater 1000, par exemple, 1000 fois, donc la quantité 1000, prix unitaire hors TVA 6, donc 1000 fois 6, donc ça fait 6000. On va constater la TVA, c'est 19% fois les 6000, ça au niveau des achats. Maintenant, au niveau des ventes. Au niveau des ventes, donc on a vendu pour un prix unitaire de 8, donc on va faire 8 fois 200, ça sera donc le produit, donc le produit de vente. Et TTC, ça sera le compte de client. Et par la suite, au niveau des coûts des ventes. Les coûts des ventes, donc, ça va être 200 maintenant, plutôt fois 6. 200, qui le compte était vendu, plutôt maintenant fois prix unitaire fois 6. Donc, ça va être 1200. Donc, voilà l'écriture. Donc, les achats, donc achat de marchandises, donc 1000 fois 6, c'est 1000, TVA. Et au moment de la vente, on a fait client en TTC et on a constaté le compte de produit pour donc les 200 fois 8. Ça, c'est le 200, donc 200 fois 8. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a constaté les coûts des ventes. C'est-à-dire, donc on a crédité le compte de stock pour quelle valeur? C'est 200 fois le coût. Donc, on a constaté un compte de charge et on a crédité le compte de stock. Et c'est ça ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, lors de la vente, qu'est-ce qu'on fait? On constate un produit et on constate les coûts des produits. Et donc, on peut savoir directement cette vente-là, combien elle nous a réalisé de résultats. D'ailleurs, là, vous pouvez voir que les ventes de marchandises, il est pour 1600, alors que nous a coûté que 1200. Donc déjà, avec cette vente-là, on a réalisé 400 dinars, 400 euros de bénéfices. D'accord? C'est la différence entre 1600 et 1200. C'est ça, en fait, parmi les avantages que nous avons parlé tout à l'heure de cette méthode. Donc, avec cette méthode-là, on peut savoir à chaque vente combien nous a fait bénéficier d'argent. D'accord? Et ça, c'est un avantage très important. Alors qu'au niveau de l'inventaire intermittent, il n'y aura pas utilisation de ces comptes de stock qu'au 31-12. Donc, inventaire intermittent, au moment de l'achat, pratiquement, donc c'est la même chose. Donc, sauf là, en fait, on va utiliser le compte stock, mais là, on va utiliser plutôt le compte achat. Ça, c'est en inventaire permanent, c'est plutôt compte de stock, mais là, on va utiliser le compte d'achat. C'est-à-dire, les achats vont aller constater en stock dès le départ. On va constater la totalité des achats en tant que charge. Lorsqu'on va vendre, donc la première opération client-vente, c'est la même. Mais là, il n'y a pas la deuxième écriture. Là, on a fait les coûts des ventes et le
stock et la valeur de stock. Donc, mais en fait, on doit attendre la fin de l'année pour réaliser l'inventaire. Et lorsqu'on réalise l'inventaire, on va constater donc le stock final. Donc, c'est le stock de marchandises, variation de stock. D'accord? Donc, ça, c'est à la fin de l'exercice. Donc, est-ce que c'est clair concernant la différence entre les deux méthodes, entre les deux méthodes de comptabilisation de stock? Est-ce que c'est Monsieur clair? Tarek, Oui, pour la fin de l'année, pour- en fait, j'ai pas bien suivi la fin de l'année là. C'est-à-dire d'accord. qu'à la fin de l'année, on fait juste la variation de stock, mais on n'annule pas le stock initial, c'est ça? Si. On fait, donc ça c'est l'inventaire intermittent. Donc on Oui. va annuler le stock toujours. En fait, à la fin de l'année, on annule le stock initial et on constate le Mhm. stock initial, le stock final. D'accord? C'est Ah, une d'accord, opération oui. qu'on le fait, voilà, donc c'est déjà décrit là. Ah, ça, c'est bon, j'ai compris. Celle-là, Voilà, voilà. intermittent, c'est la méthode classique. Ce que je voulais Exactement, revoir, c'est la méthode, exactement, l'autre méthode exactement, permanente. exactement, L'autre méthode exactement. permanente. La majorité des entreprises, elles utilisent en fait la méthode de l'inventaire intermittent. Donc, c'est la méthode Oui, parce que c'est classique. classique, ça. C'est Exactement. ça, c'est ça. Et c'est beaucoup plus simple. En fait, on constate les achats directement dans un compte de charge. Donc, on ne touche Ouais. pas le compte de stock. Et à la fin de l'année, on constate l'inventaire, c'est-à-dire on annule le stock initial et on constate Ouais. l'inventaire final. Il y aura une variation entre le stock initial et le stock final. D'accord? Il sera Ouais. considéré comme étant la charge qui va être supportée par l'entreprise. Donc, on aura les achats de marchandises et on aura le stock initial, ce sera toujours aussi considéré comme étant en charge parce qu'on va l'annuler. Donc, si vous voyez là, donc le stock initial, voilà, le stock initial comme étant une charge et le stock final, ça va être considéré plutôt comme étant un produit. Donc, nous avons comme charge, c'est quoi? Les charges. Donc, nous aurons l'achat comme étant en charge, nous aurons le stock initial comme étant en charge, mais nous aurons le stock final comme étant un produit. Et donc, la charge qui va être supportée, le coût des ventes qui vont être supportées, ce qui va impacter le résultat de l'entreprise, c'est quoi? C'est le coût des achats plus stock initial, moins le stock final. Ça, c'est le coût des achats qui va faire, qui va être, en fait, ça, c'est le coût des achats et qui va, avec cette valeur-là et le chiffre d'affaires, hors taxe, on va déterminer ce qu'on appelle la marge brute. On va déterminer la marge brute. Donc la marge brute, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires hors taxe moins coût des ventes. Coût des ventes, c'est quoi? Ce sont les achats de marchandises plus le stock initial moins le stock final. D'accord? Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il une autre question? Sinon, on va voir un autre exemple un peu plus compliqué que le premier. C'est le cas d'activité industrielle. C'est le cas d'activité industrielle. Et donc, dans l'activité industrielle, vous allez trouver, par exemple, des stocks d'approvisionnement de matières premières et vous allez trouver aussi, par exemple, des stocks de produits finis. D'accord? Donc, l'énoncé, c'est que ça. Donc, l'achat de matières premières, quantité 1000, préunitaire 6, TVA 19. Retrait de stock, c'est-à-dire donc on a utilisé de la matière première pour l'atelier, on va utiliser 500. Entrée de stock de produits finis. Donc, avec les 500 de matières premières, on est arrivé à produire 200 200 produits finis, avec le coût de production unitaire de 8. Par la suite, on a vendu 100 unités de ce produit fini à la valeur de 10. Donc, comment on va faire? Donc, on va passer l'écriture. Donc, on va aller passer cette écriture-là en utilisant donc les deux méthodes, l'inventaire permanent et l'inventaire intermittent. Donc, voilà. Donc, pour l'inventaire permanent, donc l'achat de matières premières, on va passer par le compte de stock. Donc, nous avons acheté 1000 fois 6. Donc, nous avons acheté 1000 fois 6 et TVA, fournisseur. Et euh, retrait de stock de matières premières pour l'atelier. Donc, ça, c'est tout ce qui est achat consommé. Donc, on va créditer le compte matières premières.
Donc, pour quelle valeur? Donc, ça sera 500 6 fois 6. Et l'achat consommé de matières premières pour 3000 pour le même montant. Là, en fait, on a fait ces deux écritures, celle-là et celle-là. Maintenant, on va voir cette écriture-là. On aura un entrée de produit fini. Donc, pour quelle valeur? Pour 200 fois 8. Donc, voilà, entrée en stock de produits finis. Donc, stock de produits finis 200 fois 8, c'est 1600. Et on va constater un produit de variation de stock pour 1600. Par la suite, on a vendu 100 unités de ce produit-là. Donc, 100 unités au niveau des ventes, on l'a vendu par de 10, c'est-à-dire 100 fois 10, ça fait 1000. Mais en termes de coût, elle nous a coûté 8. Donc, elle nous a coûté 800. Donc, on va voir donc comment. Donc, voilà. Donc, la vente, donc 100 fois 10, ça fait 1000. Mais au niveau des produits, au niveau de la variation de stock, c'est-à-dire ce que nous a coûté, donc c'est plutôt 100 fois 8, c'est-à-dire c'est le coût de production, donc ça fait 800. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, vous pouvez directement constater le résultat de cette opération de vente. Nous avons constaté un produit pour 1000 et nous avons déduit un produit pour 800. Et donc le net, c'est-à-dire ce qui va affecter le résultat par cette opération, ce sont les 200. C'est-à-dire, dans cette opération de vente, nous avons gagné 200. C'est la différence entre le 1000 et le 800. D'accord? Donc, nous avons gagné 200 euros, par exemple, suite à cette opération de vente. Donc, vous voyez, ça, c'est l'importance de cette méthode, c'est que à chaque opération de vente, on peut déterminer le résultat de la vente. D'accord? C'est pas Monsieur comme... Tarek, Oui, est-ce qu'il y a des entreprises qui utilisent cette méthode? oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a des entreprises qui utilisent. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ok. Oui, bien sûr. Donc, la deuxième méthode, en fait, ça dépend de matériel qu'elle dispose, des outils, et ainsi de suite. En fait, si elle a, par exemple, l'information, toutes ces informations-là, donc certainement, donc elle pourra utiliser. Mais sinon, donc, s'il n'a pas vraiment assez d'outils, donc certainement, elle va opter pour la méthode intermittent. Mais le problème, c'est la méthode de l'inventaire intermittent, même au niveau de l'exactitude, c'est pas vraiment, ça dépend toujours, ça va dépendre de la valeur de l'inventaire physique. Et aussi, ce qui est très important aussi, en fait, qu'on ne dispose pas de l'information au niveau de la comptabilité. Donc, la formation, même pour comparer la valeur comptable, la valeur, c'est-à-dire la valeur théorique, donc la quantité théorique, ou bien la valeur théorique avec la valeur, avec l'existence physique, donc il va se faire plutôt à travers un autre logiciel, ça arrive à travers donc une autre source de données qui est par exemple le logiciel des ventes ou bien le logiciel de gestion de stock. D'accord? Et non pas la comptabilité. C'est ça l'handicap. Donc, au niveau de l'inventaire permanent, on va constater, comme on a dit, les achats dans le compte de charge 601, donc pour la valeur totale. Et par la suite, le retrait de matières premières dans l'atelier. Ce mouvement qui est sorti interne, donc il n'est pas géré par donc il n'y a pas de comptabilisation de ça au niveau de l'inventaire intermittent. Aussi, entrée de stock, donc la même chose, donc on ne va pas le gérer. L'entrée de stock provenant de la production n'est pas aussi saisie en comptabilité dans la méthode d'inventaire intermittent, qui n'assure pas le suivi de stock en comptabilité. Mais plutôt, il va être constaté lors de l'inventaire. Donc, et au niveau des ventes, donc on va constater, ça c'est la même écriture donc de vente. Donc, il n'y a pas de différence entre l'inventaire intermittent et permanent. Mais en fait, là, on va se baser sur l'inventaire physique de produits finis qu'on va le constater de, à la fin de l'inventaire, à la fin de l'année, plutôt. D'accord? Donc, vous voyez, la première, on a combien d'écritures? Donc, on a passé. Donc, on a passé une écriture, deux écritures, trois écritures, quatre et cinq. D'accord? 5, à part l'inventaire physique. Donc, l'inventaire, c'est la même chose. Donc, 5 écritures, alors que là, nous avons passé une écriture et deux écritures. Vous voyez la différence? Là, c'est 5 écritures et ici, c'est que deux écritures. D'accord?
Très bien. Maintenant, on va voir un élément très important qui est l'élément de coût de stock. Les éléments de coût de stock. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il compose le coût du stock? Donc, dans cette section, cette section explore les composantes du coût d'acquisition ou du coût de production des stocks, offrant une base solide pour leur évaluation correcte. Et comme d'habitude, on va se baser sur des définitions. Et c'est ça le plus important quand je vous ai dit dans des normes. En fait, on va te donner des règles et par la suite, vous essayez d'appliquer ces règles dans la situation où c'est-à-dire la situation qui vous confronte. Donc, coût d'acquisition, le coût d'acquisition de stock englobe tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des stocks, rendant le bien prêt à être utilisé ou vendu. Le coût comprend. Donc, vous voyez une définition vraiment très large. Donc, elle nous dit, le coût d'acquisition de stock englobe tous les coûts directement attribuables à l'acquisition, c'est-à-dire tout le coût qui était nécessaire à dépenser pour acquérir ce bien et rendre ce bien-là, cette matière-là, bien ce stock-là, et le rendre prêt à être utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire prêt à être utilisé? C'est-à-dire dans nos locaux, c'est-à-dire d'amener quels sont les coûts qu'on a dépensés depuis le fournisseur jusqu'à ce que cette marchandise, elle est mise dans nos locaux. D'accord? Elle est mise dans nos locaux. C'est pourquoi on dit prêt à être utilisé ou vendu. C'est plutôt de stock de marchandises qu'on achète destiné à être vendu, c'est vendu. Et s'il est plutôt de la matière première, donc on dit prêt à être utilisé. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, si j'en ai de transporteur qui m'a mis la marchandise en dehors de mes entrepôts. Donc là, est-ce que je peux m'arrêter là au niveau de la calcul des coûts? Non, je ne peux pas m'arrêter là parce que en mettant cette marchandise en dehors de mes entrepôts, elle n'est pas prête à être utilisée. Et donc, je dois ajouter aussi les frais de transport, bien les frais d'entrée de cette marchandise de l'extérieur vers mes entrepôts. Donc, on arrête d'augmenter, on arrête de constater ou bien d'inclure les charges dans le coût d'acquisition qu'au moment où la marchandise ou bien l'élément, donc il est prêt à être utilisé. D'accord? Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire prêt à être utilisé? Donc, est-ce que c'est clair? Donc là, la définition, vous voyez l'importance de la définition. Donc, elle va pas vous lister donc une série des charges, une série des coûts, mais plutôt donc elle vous a donné entre les mains un outil très important qui est cette définition. Donc, elle vous dit, voilà les coûts qui sont directement attribuables à l'acquisition du stock rendant le bien prêt à être utilisé. Tout simplement. Donc, pour les marchandises, matière, emballage et matière commerciale. Donc, il y en a le prix d'achat, qui est le montant payé pour acquérir le stock, y compris donc l'importation, constitue donc une base de coût d'acquisition. Donc, le premier élément de coût d'acquisition, c'est le prix d'achat, c'est-à-dire le prix, la facture de fournisseur. Par la suite, il y en a le droit de douane. Donc, ça pour l'importation. Les droits de douane et les taxes. Donc, le droit de douane à l'importation et toute taxe non récupérable. Il faut faire attention à ça. Donc là, on parle de taxes non récupérables. Donc, on va introduire dans le coût du stock les taxes non récupérables. Et donc, les taxes qui sont récupérables, est-ce qu'on va l'introduire dans le coût du stock? Eh bien non, on ne va pas ajouter les taxes qui sont récupérables dans les coûts de stock. J'ouvre une petite parenthèse pour récupérables et non récupérables. Par exemple, concernant le régime de TVA. Le régime de TVA. Donc, le régime de TVA, vous savez très bien que le régime de TVA dépend plutôt de produits, dépend de produits, il n'a pas de type de société, de produits qui est vendu, de produits qui est proposé. C'est-à-dire, il y en a des produits qui sont soumis à la TVA, il y en a d'autres qui ne sont pas soumis à la TVA.
Et les sociétés, donc on va trouver des sociétés qui sont assujetties à la TVA et des sociétés qui ne sont pas assujetties à la TVA. Et on trouve aussi des entreprises qui sont assujetties partiellement à la TVA. C'est quoi partiellement la TVA? Lorsque l'entreprise, en fait, elle vend deux produits. Des produits qui ne sont pas, un produit qui n'est pas soumis à la TVA, par exemple en Tunisie, les médicaments, et d'autres produits qui sont soumis à la TVA. Donc, par exemple, un grossiste répartiteur de médicaments et de produits paramédicaux, il va se trouver dans cette situation. Donc, il a des produits qui sont soumis à la TVA, tels que les produits paramédicaux, et des produits qui ne sont pas soumis à la TVA, tels que les médicaments. D'accord? Et donc, lorsqu'il va acheter avec de TVA, lorsqu'il va acheter, par exemple, du stock avec de TVA, donc là, au niveau de mécanisme de TVA collecté, TVA déductible, combien il peut déduire de TVA? Combien il peut déduire de TVA? Je pense qu'on va faire un exemple, ce sera beaucoup mieux. Là, par exemple, j'en ai du transport. J'en ai, par exemple, facture fournisseur. Ça, par exemple, Nortax. J'en ai de TVA sur facture, facture fournisseur. Et j'en ai aussi, par exemple, TVA sur transport. Supposons que ça... Voilà. Très bien. Ça, par exemple, j'en ai donc 10 000. Là, supposons que la TVA, elle est 19%. Donc, j'aurai 1900 de TVA. La transport, supposons qu'elle est de 100 et de 1000 plutôt. TVA sur transport, ça sera 190. D'accord? Là, pour un client, une société client, donc une société assujettie à la TVA. Donc, une société qui est assujettie à la TVA. Deuxième cas, société non assujettie, non assujettie à la TVA. Troisième cas, société partiellement assujettie. Partiellement assujettie à la TVA. D'accord? Pour une société qui est assujettie à la TVA, donc la TVA ne constitue pas un élément de coût. Pourquoi? Parce que la TVA, elle est récupérable, alors que nous avons dit qu'on va ajouter au niveau de coût les taxes non récupérables. D'accord? Donc pour l'assujetti, ça sera les 10 000, il y aura aussi le 1000. Donc le coût total, donc coût total. C'est comme les mobilisations, c'est la même chose, hein. Donc coût total, c'est 1100. D'accord? Maintenant, pour une société non assujettée à la TVA. Donc, pour la société qui n'est pas assujettée à la TVA représente une taxe non récupérable. Donc, le coût, ça sera comme ça. Donc, elle va supporter les factures fournisseurs
La TVA, donc le coût, ça sera 13 000. Donc vous voyez, pour une société soumise à la TVA, assujettée à la TVA, le coût de stock, il lui a coûté 11 000 seulement, alors que pour celle-là qui n'est pas assujettie, donc il lui a coûté 13 000. Maintenant, pour les sociétés partiellement assujettées à la TVA. Partiellement assujetté à la TVA, c'est quoi? C'est-à-dire, donc, pour une société qui est partiellement assujettée à la TVA. Donc, elle a deux Oui, c'est produits. pareil. Oui, Et je vais bien. ça va, oui, ça va très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Super. Pour reprendre s'il vous plaît la partie sur la société non assujettée à la TVA, s'il vous plaît. Je vous entends un peu mal, Mohamed. Allô, vous m'entendez? Oui, maintenant, c'est bon. D'accord, je dis de reprendre la partie sur la société non assujettie à la TVA, s'il vous plaît. D'accord. OK, très bien. Euh, On va reprendre. Donc, on a dit, au niveau de la TVA, on peut avoir ces trois statuts face à la TVA. On peut trouver des sociétés qui sont assujetties à la TVA. C'est-à-dire assujetties à la TVA, c'est-à-dire ils vendent avec la TVA, ils achètent avec de TVA. Donc il n'y a pas de problème. Donc il a le problème, il collecte de TVA lorsqu'il va vendre et il paye de TVA lorsqu'il achète. Et à la fin de chaque mois, il va payer que la différence entre ce qui a été collecté et ce qui a été déduit. Donc là, la TVA, elle ne constitue pas de charge pour lui. Ce n'est pas une charge. Pourquoi? Parce que ça entre dans le mécanisme de déduction, de collecte et de déduction. Alors que pour le non-assujetti, lorsqu'il n'est pas assujetti, c'est-à-dire ni il peut ni facturer de TVA, il ne peut pas facturer de TVA. Donc il n'y a pas dans sa facture, vous n'allez jamais trouver de TVA collectée. Donc il ne peut pas collecter de TVA. Et donc la TVA sur achat, elle va constituer pour lui une charge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas déductible. Il ne peut pas déduire. Pourquoi il ne peut pas déduire? Parce qu'il ne peut pas collecter. Donc, la déduction de la TVA, elle se fait à travers la collecte. C'est-à-dire, j'ai vendu à mes clients pour 1000, j'ai collecté 190 et j'ai acheté de près mes fournisseurs pour 800 et j'ai payé, par exemple, 100. Et donc, à la fin du mois, qu'est-ce que je dois payer? Je dois payer la différence entre ce que j'ai collecté, 190, et ce que j'ai payé, 100. Et donc, je vais reverser à l'État que 90. C'est-à-dire la différence entre ce que j'ai collecté lors de la vente et ce que j'ai payé au moment de l'achat. D'accord? Là, pour l'assujetti. Alors que maintenant, s'il est non assujetti à la TVA, non assujetti à la TVA, c'est-à-dire qu'il ne peut pas facturer de TVA. Et donc, la TVA, au niveau de sa facture, lorsqu'il achète, elle est plus déductible. Et donc, c'est quoi? Elle va être considérée comme étant un coût. Et donc, pour une société non assujettée à la TVA, elle sera considérée comme étant une taxe non déductible et non pas une taxe déductible. Alors que pour la société qui est assujettie, la TVA, constitue une taxe déductible. D'accord? C'est pourquoi là, on a mis de TVA, on l'a ajouté au niveau de coût. D'accord? Et d'ailleurs, je vais le mettre en rouge, les deux. Pourquoi? Parce que, voilà. Maintenant, pour les sociétés partiellement assujetties à la TVA, c'est-à-dire la société qui vend des produits qui sont soumis à la TVA et d'autres produits qui ne sont pas soumis à la TVA. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit déterminer le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires sur produits soumis à la TVA et le chiffre d'affaires des produits non soumis. Non soumis. Supposons que le chiffre d'affaires de produits soumis à la TVA, c'est euh, 800, 800 000. Et le chiffre d'affaires des produits non soumis, plutôt. Soumis.
Là, c'est 400. Donc, le chiffre d'affaires global, ça fait 1 200 000. Donc, qu'est-ce que ça représente le chiffre d'affaires soumis à la TVA sur 1 200? Donc, j'ai 67% de chiffre d'affaires et des soumis à la TVA et 33% non soumis à la TVA. Donc, en ce moment-là, lorsque je suis partiellement assujetti à la TVA, donc sur cette opération d'achat de ces fournisseurs-là, il m'a facturé 1900 dinars de TVA. Sur les 1900 dinars, il y en a 67% qui sera considéré déductible et 33%, il va être considéré non déductible. Et lorsqu'il est non déductible, et donc ça sera quoi? Ça va entrer dans le coût. Et donc là, je vais mettre ça. Mais là, au lieu de 1 million de 1900, je vais le multiplier fois le coefficient de non-déductibilité, la partie qui n'est pas soumise à la TVA. Et la même chose ici. Donc, je vais le multiplier fois 33%. Et donc, le coût global, vous voyez là? Donc, les 10 000 pour tout le monde, c'est la même chose. Le 1000 pour tout le monde, c'est la même chose. Donc, ça ne change rien. Ici, ça ne change rien. Ah. Le problème, c'est quoi? Le problème au niveau des taxes non récupérables. Donc, pour une société non assujettie, la TVA constitue comme étant une taxe non récupérable en totalité. Pour les sociétés partiellement assujetties, la taxe non récupérable, ça correspond au chiffre d'affaires, le pourcentage de chiffre d'affaires non soumis à la TVA. Donc, pour les 1900, qu'est-ce que nous avons fait, nous? Pour les 1900, donc ces 1900 et pour ces 190. Donc, nous avons appliqué cette règle. Donc, ça fois ça et ça, ça. Et donc, cette partie, elle est récupérable parce que c'est le chiffre d'affaires produit soumis à la TVA. Ça, c'est récupérable. Et ça, c'est non récupérable. D'accord? C'est pourquoi là, on l'a ajouté au niveau de coût et ça aussi, on l'a ajouté au niveau de coût. D'accord? Parce que ça constitue une partie non récupérable. Donc, il ne faut pas directement accepter et dire la TVA, répondre directement que la TVA est une taxe récupérable. Donc, ça dépend de la situation de l'entreprise. Donc, si c'est une entreprise qui était assujettie à la TVA, en ce moment-là, totalement assujettie à la TVA, donc on dit que la TVA ne constitue pas un élément de prix parce que la TVA, dans ce cas-là, il s'agit de taxes récupérables. D'accord? Alors que là, au niveau de la norme, elle nous dit on peut inclure les taxes non récupérables. Pour les sociétés non assujetties à la TVA, donc la TVA, elle est à 100% non récupérable. Alors que pour les sociétés partiellement soumises à la TVA, c'est la partie, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires non soumis à la TVA qui constitue, qui constitue la charge non récupérable. C'est pourquoi là, on l'a ajouté à notre exemple. D'accord? C'est clair? C'est bon. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est pas joli.
Très bien. On va reprendre. Donc, nous avons dit, primo, c'est le prix d'achat. Deuxièmement, c'est le droit et taxes non récupérables. Troisièmement, les frais de transport, d'assurance et les coûts de transport, d'assurance, les autres frais liés à l'acheminement de stock jusque leur emplacement final. Vous voyez? Donc, l'emplacement, donc l'acheminement du stock jusqu'à où? Jusqu'à l'emplacement final sont inclus. C'est-à-dire, si j'en ai, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai transporté cette marchandise du port jusqu'au, en fait, c'est-à-dire à l'extérieur de mon entrepôt, c'est-à-dire dans mon usine, mais ce n'est pas vraiment dans mon entrepôt d'utilisation, là où je vais utiliser. Même le transport par la suite de l'emplacement initial vers les entrepôts, elle va entrer dans le coût du stock. D'accord? Donc, on doit inclure tous les coûts nécessaires pour ramener ce produit-là jusqu'à l'emplacement final. D'accord? Les autres coûts directs, en fait, tous les autres coûts directement liés à l'acquisition de stock sont comptabilisés, assurant que le coût d'acquisition reflète fidèlement l'investissement total dans le stock. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de refléter vraiment combien on a investi dans ce stock-là. D'accord? Donc, là, on parle aussi des réductions commerciales et des rabais. Donc, les réductions commerciales, les rabais et autres remises obtenues lors de l'achat sont déduits de coûts d'acquisition, garantissant que le stock sont évalués à leur coût net. D'accord? C'est-à-dire, supposons que nous avons constaté, supposons que nous avons acheté donc une machine, non, c'est pas de machine, maintenant c'est de matière première. Nous avons acheté de matières premières, donc nous avons totalisé ces coûts-là, par exemple, pour un total de cette importation, elle nous a coûté 100 000 euros. D'accord? Mais par la suite, le fournisseur nous a accordé une remise, ou bien nous a accordé un rabais pour un délai de retard, de livraison en retard. Donc, on doit déduire le montant de rabais ou bien de la remise que nous avons reçue de la valeur globale du stock. Et donc, le stock, on ne va pas l'afficher pour 100, mais plutôt on va l'afficher pour 100 moins la remise obtenue. Par exemple, si on a obtenu une remise de 10%, donc on va afficher le stock plutôt pour 90. Donc là, le stock, il est présenté, il est évalué pour la valeur nette. La valeur nette. D'accord? C'est pourquoi on a dit la valeur nette. Exemple, par exemple, maintenant, l'importation de marchandises. Donc, nous avons de la valeur en douane, le droit de douane, la TVA, transit, frais de stationnement de port, frais de port international, honoraires de transit et un total de 1 390. Là, donc, on va voir comment on comptabilise. Comment on comptabilise. Là, en fait, on va faire une exception. On va faire une exception à la norme et à la comptabilité. La comptabilité, en général, elle nous demande de constater la charge par nature. On doit constater les charges par nature. Mais il y en a des exceptions. Et quand est-ce qu'on applique ces exceptions? Lorsqu'ils sont expressément prévus par une norme comptable. C'est le cas du stock et le cas des immobilisations, si vous en souvenez. Là où on utilise plutôt n'est pas les charges par nature, mais plutôt les charges par destination. Et donc là, j'en ai par exemple des frais de transit, de stationnement. Normalement, je devrais les constater en charge comme étant des honoraires. Mais là, la norme, elle nous dit que vous devez les constater dans la valeur de stock. Vous devez la constater dans la valeur du stock. Donc, ils n'ont pas en charge par nature. D'accord? Et voilà. Donc, vous voyez, lorsqu'on utilise l'inventaire permanent, donc nous avons débité le compte de stock pour le montant de la marchandise plus la douane. Donc, marchandise plus la douane. Et par la suite, on a aussi débité le stock pour les montants de transit en hors taxe. Donc, vous voyez là, 500, 300, 500. Donc, on a débité le compte de stock
pour 1300. Alors que normalement, on devrait utiliser des comptes, comme je vous ai dit, le compte, par exemple, le compte des honoraires de transit, plutôt. D'accord? Et non pas un compte de stock. Ça, au niveau de l'inventaire permanent. Au niveau de l'inventaire intermédiaire, donc si plutôt on a dit on ne va pas toucher le stock, mais on va constater la totalité des achats la totalité des entrées en achat, et la même chose, donc pour donc, les autres dépenses, on va aussi les constater dans le compte d'achat de marchandises. Là, je vais vous partager donc un slide. Donc, je pense que je l'ai déjà partagé lorsqu'on a vu les immobilisations corporelles. Où il est le slide? Où il est? Où il est? Où il est? Et accessoires. Voilà. Voilà. Vous voyez là les frais accessoires sur achat. Donc, nous avons au niveau de la comptabilité et au niveau des immobilisations et au niveau du stock. Donc là, la norme, elle nous demande de faire l'exception. Ça, c'est le principe, la comptabilisation par nature. D'accord? Ça, c'est le principe. Ça, par défaut, on traite ces charges-là comme étant des charges par nature. Donc, on doit les constater dans le compte de transport, dans le compte d'assurance, dans le compte de rémunération d'intermédiaire. Mais lorsque c'est prévu par une norme et que la norme, elle demande plutôt de constater ces coûts-là par destination, en ce moment-là, on va les comptabiliser par destination. C'est pourquoi on n'a pas débité des comptes de transport et de primes d'assurance de rémunération, mais plutôt on a débité le compte de stock ou bien les achats ou bien le compte d'achat. D'accord? C'est comme si on a inclus ces charges-là dans le coût du stock ou bien dans le coût d'immobilisation. C'est le même principe. D'accord? C'est clair ça? Concernant les frais accessoires sur achat? Donc, la norme générale, donc par défaut, on doit traiter ces charges-là par nature. L'exception, lorsque c'est prévu par une norme. C'est le cas des immobilisations, c'est le cas du stock. Très bien, je reviens à mes slides. Donc, très bien. Maintenant, le coût de production. Donc, on a vu le coût donc, d'achat et maintenant le coût de production. Qu'est-ce qu'il inclut le coût de production? Donc, le coût de production de stock est constitué de coûts directement et indirectement liés à la fabrication de produits. Cela inclut pour les produits intermédiaires, cela inclut en fait pour les produits intermédiaires, les produits finis et les emballages commerciaux créés ou transformés par l'entreprise. Donc, coût de production, qu'est-ce que ça inclut? Donc, il y en a le coût de matières premières, donc le coût d'acquisition de matières premières utilisées dans la production de stock est un élément direct de coût de production. Le coût de main-d'œuvre, donc le coût de main-d'œuvre, là on parle de coût de main-d'œuvre direct, engagé dans la production de stock, font partie intégrante de coût. Le coût indirect de production, cela inclut le coût de main-d'œuvre indirect, les amortissements des bâtiments, les équipements industriels et les frais généraux de production qui peuvent être raisonnablement attribués à la production de stock. Aussi, les frais généraux fixes. En fait, ça, c'est les frais généraux fixes, mais là, en fait, il va nous parler d'une exception et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est face à cette exception. Face aux frais généraux fixes, il a dit lorsque la production est inférieure à la capacité normale. C'est-à-dire, ce sont des frais généraux fixes. Ce sont des frais généraux fixes qui nous coûtent, par exemple, 3 000. D'accord? Ces frais généraux fixes, en fait, notre production normale, elle est de 10 000 unités. Alors que nous avons, par exemple, maintenant, nous avons produit que 7 000 unités. Et donc, les 3 000, maintenant, ils vont impacter seulement 6 000 unités. Ils n'ont pas 10 000 unités. Et donc, ils auront un impact important sur le résultat et sur le coût de produits.
Et donc, la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit lorsque la production est inférieure à la capacité normale, les frais généraux fixes doivent être ajustés pour refléter le niveau réel de production, avec les excédents reconnus comme étant des charges de période. Je vais vous montrer un exemple. Supposons que nous avons des frais généraux fixes pour 8 000. D'accord? Mais notre production, comme je vous ai dit, en fait, elle a un peu baissé. Donc, notre production normale, supposons qu'elle est de 10 000 unités, mais nous avons produit que 7 000. D'accord? Donc, on doit calculer la partie qui est supérieure à la normale. C'est-à-dire, on va multiplier les 8 000 c'est-à-dire, je vous dis, en fait, le coût de production, la production normale, elle est de 10 000, et nous avons produit que, par exemple, 7 000. Donc, on va multiplier donc, le 1000, on va diviser plutôt les 8 000 sur 10, les 8 000, c'est-à-dire les frais généraux, sur 10 000 quantités, et on va la multiplier par la quantité réellement produite. D'accord? Et donc, on va déterminer la différence, ça constitue la partie excédentaire, la partie supplémentaire. On va utiliser un fichier Excel, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc, nous avons des frais généraux. Frais généraux fixes. Supposons que j'ai pour 8 000. Donc, j'ai la production. Donc, la production normale, et les deux, je vais mettre là. La production normale, et les deux, 10 000 ou bien 100 000 articles. Elle est de 100 000 articles. D'accord? La production, par exemple, de ce mois, nous avons produit que 8 000 articles, que 80 000. D'accord? Et donc, certainement, donc ces frais généraux-là, ils vont être imputés sur une. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Par exemple, les frais généraux par unité, par unité, par unité. Ah, les frais généraux par unité. Ça sera combien? Ça sera égal à 8 000 sur 100 000. Donc, ça sera, par exemple, donc nous avons, voilà, 0,8. D'accord? Alors que là, dans le deuxième cas, c'est-à-dire, ça sera les 8 000 sur 90. Donc, ça sera 0,10. Je vais juste baisser ces nombres-là pour que ce soit le représentatif. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez là, donc la différence entre la production normale et la production de ce mois-ci, donc il y a eu une sous-utilisation de capacité de production. Donc, ce qui va nous faire perdre combien? Donc, nous avons, comme si nous avons perdu. Donc, voilà, moins celle-là. Nous avons perdu 20 cents, par exemple, par unité. Donc là, l'essentiel, la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? La norme, elle nous dit, ces frais généraux que vous avez dépensés, en fait, ils ne doivent pas faire partie de coûts de production
en totalité lorsque la production de mois elle est inférieure au normal. Lorsque la production du mois elle est inférieure à la normale. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, vous devez défalquer entre, c'est-à-dire entre ces frais-là, vous devez répartir euh, entre coûts, donc c'est-à-dire ce qui va entrer dans le coût et ce qui va passer en perte. D'accord? Donc, ce qui va entrer en coût, c'est quoi? C'est, donc, on va diviser les 8 000 par 10 000, qui est la production normale, et on va la multiplier par la production réelle. Donc, on va trouver 640. Donc, 640, on peut les inclure dans le coût. Et la perte, on doit constater une perte pour 640, pour 120. D'accord? On va constater une perte pour 120. Peut-être que vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va impacter au niveau des états financiers? En fait, ça va impacter les résultats, ça va impacter la marge brute. Je vais revenir donc à mon exemple. Donc l'essentiel, c'est là, est-ce que c'est bien compris? Donc, les frais généraux fixes, par exemple, de 8 000, lorsque la production est des 100, donc c'est la totalité de 8 000, on va les entrer dans les coûts de production. Et lorsqu'on est en dessous de la production normale, donc là, il va vous dire que les 1 600 dans notre cas, ça constitue du gaspillage. Ça ne doit pas entrer dans le coût. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la comptabilité, il y aura un emplacement pour cette partie. Cette partie-là, on va la classer dans une partie et celle-là dans une autre partie au niveau des états financiers. D'accord? Donc, au niveau des états financiers, on va trouver comme ça, au niveau d'état de résultat. On va trouver des produits. Ça, c'est tout en haut. D'accord? On va trouver ce qu'on appelle les coûts des ventes. Coûts des ventes. Ça va nous terminer ce qu'on appelle la marge brute. D'accord? Donc, la marge brute. Donc, le coût des ventes, c'est ce montant-là, ça va être inclus dans le coût des ventes. Ce montant-là, ça va être inclus au coût des ventes. Et par la suite, on va trouver d'autres charges. Et en bas, on va trouver charges, ce qu'on appelle produit net. Gain et perte ordinaire, plutôt. On va trouver une partie qui s'appelle perte, gain. Donc, gain et perte ordinaire. Donc, si je schématise les deux méthodes, qu'est-ce que ça va changer? Donc, la première méthode, là où on va mettre que c'est-à-dire la partie qu'on a dépensée. Donc, celle-là, on va au niveau des coûts des ventes, on va mettre que celle-là, 6 400. Alors qu'ici, au niveau des coûts des ventes, on va mettre les 8 000. Supposons que les ventes, c'est pour 10 000. Pour 10 000. Supposons, exemple, hein. C'est l'exemple. Ah. Donc, 10 000. Là, vous voyez la marge brute. La marge, c'est quoi? La marge, donc, vente moins coût des ventes. Et vente moins coût des ventes. Vous voyez là? Là, nous avons une marge de 3 600. Et là, nous avons une marge de 2 000 seulement. Et donc, avec le problème, c'est que il y en a, la différence, c'est quoi? Entre 3 600 et 2 000, si on fait la différence, ça sera 3 600 moins 2 000.
ça sera quoi? Ça sera les 1600. Les quoi, les 1600? C'est la partie de gaspillage. C'est la perte. C'est la perte nette. C'est du gaspillage. Donc, la partie gaspillage qui fait la différence. Donc, dans la première méthode, on a inclus que la valeur en fait, calculée des coûts, des frais généraux fixes. En fait, la valeur proportionnelle à une production normale. La valeur qui est proportionnelle à une production normale. Et donc, notre marge, il est de 3600. Alors que là, lorsqu'on va introduire la totalité des frais généraux dans le coût, en fait, on va pénaliser notre marge brute. Donc là, la norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous devez, au niveau de coût, vous mettez que la partie correspondante à une production normale et la différence, la perte, vous devez la constater au niveau des gains et pertes ordinaires. D'accord? Donc, par exemple, là, donc j'ai les résultats. Donc, 3600 moins les 1600, ça va être 2000. Et là, mon résultat, le gain, donc je vais mettre ici, ça va être 0. Et donc, mon résultat, ça va être 2000. Donc, vous voyez, le résultat, c'est la même chose. Au niveau de résultat, on est au même résultat. Il n'y a pas de différence au niveau de résultat. Mais au niveau de présentation, donc j'en ai au niveau de présentation, au niveau de présentation, là, j'ai ma marge correcte. La marge, c'est-à-dire ma marge, indépendamment du gaspillage qui a été réalisé. Et la partie gaspillage, on l'a mis au niveau des gains et pertes ordinaires. Alors que là, ma marge, elle a été biaisée par du gaspillage. Là, en fait, quelle est l'information que je veux passer? L'information que je veux passer, en fait, vous voyez là, quand je vais mettre gains et pertes ordinaires, je vais me poser la question. Qu'est-ce qui, c'est quoi ces 1600 que j'ai dépensés? Et là, la réponse, vous aurez comme quoi les frais généraux, ils étaient gonflés parce que la production normale, donc il y en a il y a des gaspillages au niveau de la production, bien de retard au niveau de production, de grève au niveau de la production. Et donc là, on va passer l'information. Donc là, on va calculer la marge indépendamment du gaspillage qui a été réalisé pour ne pas pénaliser l'entreprise, parce que l'entreprise sera jugée sur sa marge brute. Et on va signaler donc ce phénomène de gaspillage dans la partie perte et gain, alors que dans l'autre méthode, donc on a tout d'abord pénalisé la marge et deuxièmement, on n'a pas informé du gaspillage qui a été réalisé. D'accord? Vous voyez donc l'importance de la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, vous voyez qu'elle reflète mieux donc la réalité. Donc la deuxième méthode, elle reflète mieux la réalité. Elle m'a présenté la marge brute réelle, indépendamment de gaspillage, et au niveau de gaspillage, elle a signalé en dessous en fait, de la présentation dans le compte gains et pertes ordinaires. Mais au niveau des résultats, j'en ai toujours 2000. Il n'y a pas d'effet sur donc, mon résultat. D'accord? Très bien. Donc, on va les prendre. Très bien. Donc, vous avez compris concernant les coûts, concernant les frais généraux fixes, est-ce que c'est clair? Oui, oui, monsieur. Monsieur Tariq, Très bien, c'est bon de mon côté. très bien. Donc, le plus important, c'est Très quoi? bien. Le plus important, c'est de distinguer entre ce qui est normal et ce qui est exceptionnel. On doit toujours ne pas, en fait, Ouais. on doit pas impacter nos états financiers par tout ce qui est exceptionnel. Donc, tout ce qui est exceptionnel, on va l'afficher tout seul, en fait, au niveau du résultat. Par exemple, là, donc est-ce que c'est bien partagé?
Oui, très bien. Non, pas encore partagé. Donc, euh, je vous ai dit, en fait, tout ce qui est exceptionnel donc, ne doit pas impacter notre marge brute, mais plutôt, on va le présenter tout seul, en bas, au niveau de pertes et de gains ordinaires. D'accord? Très bien. On va voir maintenant tout ce qui est exclusion de coûts de stock. Ce qui est exclu de coûts de stock. Ce qu'on ne doit pas inclure dans le coût de stock. D'accord? Donc, vous voyez la norme. La norme, en fait, elle nous a donné une définition de ce que doit être dans le coût de stock et en même temps, elle nous a listé ce que doit être exclu de coût de stock. Donc, elle nous dit que certains coûts ne sont pas inclus dans le coût de stock conformément à la norme 4. Lesquels? Il y en a tout ce qui est frais commerciaux. Donc, les coûts associés à la vente et à la distribution de stock sont exclus de coûts de production. On ne doit pas ajouter les frais commerciaux dans le coût de production. Les frais généraux administratifs. Donc, le principe, ne pas les inclure, sauf contribution directe à la production. Sauf si, par exemple, on trouve des frais généraux administratifs, mais qui sont liés directement à la production. D'accord? Ils n'ont pas administratifs qui sont indépendants et qui ne sont pas vraiment ils n'ont aucune liaison avec la production. Donc, ces frais ne sont pas inclus dans le coût de stock. Les frais financiers, aussi les intérêts sur les emprunts pour financer, par exemple, la production de stock, ne sont pas généralement inclus, sauf pour les projets à long terme spécifiquement financés par emprunt. Donc, le principe général, tout ce qui est frais financiers, par exemple, on a financé notre stock avec un emprunt, et donc les frais financiers sur l'emprunt, ils ne doivent pas constituer un élément de coût. D'accord? Donc, ça doit être toujours. Et là, c'est toujours en fait en termes de présentation, de la présentation correcte. Pourquoi ne pas inclure les frais financiers? Les frais financiers, tout ce qui est financier doit apparaître dans une rubrique distincte au niveau des états financiers en termes de tout ce qui est financier, charge nette, produit net financier. D'accord? Donc ça, parce qu'il n'a pas de relation avec la production, mais c'est purement financier. La valeur de réalisation nette. Donc les sous-produits et les déchets, non, enfin, la valeur résiduelle plutôt, valeur résiduelle. Les valeurs les sous-produits et les déchets issus de processus de production doivent être évalués à la valeur de réalisation nette. De cette valeur doit être déduit de coût de production de produit principal. Si nous avons par exemple des sous-produits ou bien des déchets qui sont vendables, nous avons par exemple de l'injection de plastique et nous avons des déchets que ce déchet-là, il est vendable. Ce déchet-là, il est vendable. Donc, normalement, la norme, elle nous demande, normalement, la norme, les normes comptables, elle exclut et elle refuse tout ce qui est compensation. En général, vous allez trouver qu'on refuse tout ce qui est compensation entre charges et produits. Ça, c'est le principe général. Il ne faut pas faire de la compensation, sauf si elle est prévue par une norme. Et c'est le cas. La norme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la vente de ce produit ou bien de ces déchets-là, on ne va pas les constater dans un compte de produit. On ne va pas faire un compte de produit pour ce produit ou bien pour les déchets. Mais elle nous dit que la vente de produits et de déchets, de ce produit et de ces déchets-là, ils vont plutôt, au lieu de constater un produit, on va baisser une charge. Parce que augmenter un produit ou baisser une charge, c'est le même résultat, c'est le même effet sur le résultat. Donc la norme, elle fait l'exception ici. Elle nous demande de faire la compensation. C'est-à-dire les produits de la vente, ils vont venir en baisse des coûts d'acquisition de ce produit. D'accord? Donc, doit être évalué à la valeur de réalisation nette
Et ces valeurs doivent être déduites de coûts de production de produits principaux. D'accord? C'est clair ça? Très bien. On va voir maintenant les formules de valorisation de stock. En fait, on a deux formules essentiellement les plus utilisées. Il y en a deux formules. Il y en a le coût moyen pondéré et il y en a le FIFO, first in, first out. L'adoption de la méthode appropriée pour la valorisation du stock est cruciale, car elle affecte directement le coût de marchandises vendues, le bénéfice brut et finalement le résultat net de l'entreprise. Donc, la méthode de l'évaluation qu'on va utiliser, elle va directement impacter tout ça. Elle va impacter le coût de marchandises, parce que ça se concerne la partie de la gestion des matières premières, les bénéfices bruts et les résultats nets de l'exercice. La méthode de coût moyen pondéré. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas avancer parce qu'il y en a des exercices. Je ne veux pas m'arrêter dans ces exercices-là. On va s'arrêter à la formule de valorisation de stock qu'on va aller voir, donc, Inch'Allah, la prochaine fois avec des exercices. Est-ce que vous avez des questions concernant la partie qu'on avait aujourd'hui? Oui, est-ce que vous trouvez des difficultés lorsque vous révisez ce que nous avons déjà vu? C'est très important de réviser et de revoir la vidéo. Croyez-moi, chaque fois où vous allez la revoir, vous allez comprendre d'autres choses. Et c'est comme ça, en fait, qu'on apprend. Il faut revoir, revoir, revoir à plusieurs reprises. Comme ça, on mémorise les informations et on mémorise les informations. Et comme je l'ai dit toujours, la base de tout ce qui finance, c'est la comptabilité. Il faut maîtriser la comptabilité si vous voulez si vous voulez faire une carrière d'audit. Il faut maîtriser la comptabilité si vous voulez faire une carrière en comptabilité. Il faut maîtriser la comptabilité si vous voulez être un jour un DAF. Il faut maîtriser la comptabilité si vous voulez être un jour un bon financier. Donc, tout passe par la comptabilité. Et si vraiment donc, vous ne maîtrisez pas tout ce détail-là, comment valoriser des stocks, comment présenter des stocks, la valeur de réalisation nette, vous n'allez jamais être donc, ni un bon éditeur, ni un bon financier, ni un bon DAF. La comptabilité, c'est fondamental. Il faut vraiment maîtriser la comptabilité avant le reste, parce que la comptabilité sera la matière première de tout ce qui reste. La matière première de l'éditeur, c'est la comptabilité. La matière première du DAF, c'est la comptabilité. La matière première d'un financier, c'est la comptabilité. C'est toujours la comptabilité. D'accord? Vraiment, il faut la maîtriser. Maintenant, maintenant, en fait, vous avez la chance d'assister et d'être, en fait, avec ces normes-là, parce que les normes-là, elles vous poussent à penser, elles vous poussent à réfléchir. Il n'y a rien en fait, à prendre, c'est-à-dire à citer par cœur. Donc, vous devez juste mémoriser les définitions, les champs d'application, et par la suite, le reste, donc vous allez n'importe quelle situation là vous serez qui va vous affronter, vous aurez une réponse. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez appris à réfléchir. D'accord? Vous avez maîtrisé les définitions, les champs d'application, et donc ça sera vraiment facile pour vous tout ce qui reste. D'accord? Donc c'est très important de maîtriser la comptabilité et ces normes, maintenant normes internationales. Même si vous avez dans vos pays les normes, maintenant des normes locales, soyez sûr, dans 4 ou 5 ans, il n'y aura plus ces normes locales. Il n'y aura que ces normes internationales. C'est pourquoi d'ailleurs en Tunisie, nous avons pris un peu d'avance et donc on savait très bien qu'on va passer à ces normes internationales. Et donc on a vraiment, donc on a même au niveau de l'administration fiscale, fait un effort considérable pour se conformer aux normes internationales. Aussi, par exemple, en Tunisie, nous avons déjà opté pour les normes d'audit, normes internationales, euh, depuis l'année 2000. Et donc, il n'y a pas de normes locales en Tunisie en matière d'audit. Donc maintenant, il n'y a plus de normes locales. Il y avait des normes locales, mais maintenant, il n'y a que les normes internationales.
Et même au niveau de la comptabilité, croyez-moi, dans 4 ou 5 années, il n'y aura plus de normes locales. Donc, il n'y aura que des normes internationales. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer avec ces notions de définition. Donc, si vous allez voir les FRS, l'IAS, donc vous allez trouver que des définitions. Vous allez trouver que des définitions. Et donc, il faut maintenant apprendre comment interpréter, comment lire donc les normes comptables. Très bien. Donc, si vous n'avez pas des questions, je vous souhaite bonne soirée et j'espère vous voir la prochaine fois. Demain, Inch'Allah, je vais vous envoyer l'enregistrement ainsi que les supports. Les supports, je l'ai déjà envoyé la dernière fois, mais je vais le renvoyer une autre fois. Il n'y a pas de problème. D'accord? Merci beaucoup une autre fois d'être là aujourd'hui et je vous souhaite vraiment bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Au monsieur revoir. Tarek. Merci Merci à beaucoup. vous. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir.